Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, pleins d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Bonjour à tous, bienvenue autour de mon micro enchanté. Donc moi c'est Christelle et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur autour des pervers narcissiques et des manipulateurs. Et je reçois aujourd'hui ma copine pétillante et étincelante, Amina. Salut Amina. Salut Christelle. Et du retour de le compliment. Ah, c'est gentil, merci. Du coup, voilà, vous retrouverez plusieurs épisodes sur ce thème, des témoignages assez différents. Et Amina, aujourd'hui, va justement nous parler de son expérience avec quelqu'un de type pervers narcissique, de type manipulateur. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, comment est-ce que tu t'es retrouvée dans cette situation, dans cette relation ? Alors tout simplement, j'étais assez jeune, je l'ai connu en fait. C'était quelqu'un qui vivait dans mon entourage, c'était le frère d'une amie. Et en fait, qui m'intéressait, voilà, les regards, etc. Les premiers regards, tout ça. Et petit à petit, il s'est avéré qu'on s'est connus. Et au début, en fait, tout est toujours très beau, tout est toujours rose. Puis on voit un peu la personne avec les yeux de l'amour, donc forcément, on lui pardonne un peu tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en termes de personnalité, je suis assez... j'ai un peu le côté un peu sauveur, un peu naïf, un peu candide, ce qu'on a tous un peu, les personnes qui sont victimes des pervers narcissiques justement, ou des personnes toxiques. Carrément. Chez les pros, on a en effet généralement tout à peu près, comme tu dis, la même personnalité qui les attire. Carrément. Voilà. Et lui, en fait, venait aussi d'une famille un peu compliquée, le papa qui n'était pas présent, une situation familiale compliquée. Et j'avais un peu ce côté-là de vouloir tout le temps le sauver, de lui trouver des excuses pour tout. Et en fait, il s'est avéré quand même que ça a été très loin parce que je l'ai épousé et c'était mon premier amour et je suis restée avec lui 14 ans quand même. Ah oui, et du coup, à quel moment justement tu t'es peut-être dit il se passe quelque chose de pas cool. Est-ce que tu as eu des signaux avant ou comment ça s'est passé dans ta tête justement ? Alors, je pense qu'on on a tous des signaux et qu'on ne veut pas forcément les voir. Ouais. Voilà, parce que en fait, moi au départ, quand on a commencé à se fréquenter, c'était moi j'étais dans mes études, j'étais jeune, j'avais 19 ans. Lui, il était un peu plus âgé, il avait 4 ans de plus que moi. D'accord. Et donc on n'avait pas forcément les mêmes amis, tout ça. Donc en fait, on se voyait, on se voyait le week-end. Moi, je faisais mes études, donc j'étais un peu occupée. Mais à chaque fois, c'était il m'appelait, par exemple, quand il m'appelait, c'était le soir très tard. Même il me réveillait. Et moi, j'étais contente parce que je me disais, il m'appelle, mais en fait, il t'appelle quand il n'a plus rien à faire, quand il s'ennuie sur tes heures de sommeil, quoi. Et je me rendais pas forcément compte, en fait. Puis c'était une première expérience avec quelqu'un, quoi, avec un garçon. Et du coup, voilà. Après, il y a eu aussi les rendez-vous. Il devait m'appeler, puis il m'appelait pas. Et puis ensuite, on devait se voir le week-end, mais on se voyait pas parce qu'il m'appelait pas en fait la semaine qu'on se voit. Ouais. Donc faut un peu mettre dans le contexte. À l'époque, moi je l'ai connu dans les années début 2000. Donc c'est pas comme aujourd'hui où il y a tous les. Enfin voilà, j'avais un téléphone portable, mais on était encore à l'ère de la cabine téléphonique. Oui. Voilà. Et donc du coup, des signaux, j'en ai eu. Mais je me rendais pas forcément compte en fait de la situation. Voilà, il annulait des rendez-vous au dernier moment. Puis quand on devait se voir, on se voyait, mais on se voyait sur un créneau bien précis, c'est-à-dire que je suis disponible de telle heure à telle heure, quoi. D'accord. Et je me souviens lui avoir dit plusieurs fois, mais attends, je suis pas une séance de sport, quoi. Enfin, voilà, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Enfin, carrément juste. Et du coup, c'est vrai que il y a eu un certain nombre d'alertes, mais je me rendais pas forcément vraiment compte. Je voyais les gens autour de moi, des amis, mes copines de fac, qui me donnaient des alertes, mais j'en prenais pas compte. Je me rendais pas vraiment compte en fait. Okay. Il y avait des trucs comme ça.
Et voilà, donc jusqu'au jour quand même où... alors ça c'est drôle parce que en me renseignant aussi sur tout ce qui est pervers narcissique, tout ça après coup, on dit toujours que les victimes de pervers narcissiques se rendent compte de quand est-ce que le piège se referme. Oui, et tu t'en es rendu compte ça justement maintenant avec le recul? En fait, avec le recul, je me suis rendu compte, c'était une période, en fait, je me souviens très bien de cette anecdote. Je préparais mes examens et je reçois un message, donc j'avais pas eu de ces nouvelles toute la semaine, mais bon, c'est comme c'était habituel, puis moi j'étais occupée, donc voilà, forcément. Et il m'avait envoyé un message juste en me disant c'est fini, point. Et donc moi, en panique, tout ça, je dis ben, c'est fini. Et c'est à l'époque où en fait on n'avait pas des forfaits illimités. Donc moi j'avais mon Nokia 3310 et j'avais plus d'SMS. Donc j'étais partie à la cabine téléphonique pour l'appeler quoi. Et ce jour-là il neigeait, mais il y avait de la neige partout, c'était en hiver. Et ça fait très film hein, quand je dis ça, mais c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Et je suis arrivée à la cabine téléphonique, je l'ai appelé, il a répondu. Et je lui ai dit, mais c'est quoi ton message là moi en panique, quoi, parce que j'ai quand même couru, enfin voilà, machin. On sentait, enfin voilà, je me dis, j'étais vraiment accrochée, quoi, pour faire ça. Et il me dit, non, mais en fait, non, bah, je t'ai envoyé ce message-là, mais en fait, je ne le pensais pas. Et en fait, je pense que c'était une manière de. Quand j'étais accrochée, en fait. Ouais. Voilà, et à partir de là, ben voilà, il s'est dit qu'il pouvait absolument tout me faire. Et que sans rien, voilà, de tout me faire, aller jusqu'au bout de son truc et que j'allais me laisser faire, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi en vivant la même chose que toi, bon avec une autre personne, hein, forcément, il y en a plusieurs, sinon ça serait pas drôle. C'est vrai qu'en effet, maintenant que tu le dis, il y a toujours en effet des petits tests entre guillemets pour que, ouais, c'est ce que tu dis, pour voir en fait à quel point on est attaché et à quel point on est capable de réagir et qu'est-ce qu'on est capable de tolérer en fait. Et c'est souvent là en effet où ils se rendent compte, à quelle température quelque part on est cuit et comment est-ce qu'on va pouvoir être mangé, quoi. Exactement. Et du coup, tu t'es mariée donc avec cette personne. J'imagine que la vie quotidienne, du coup, avec lui, ça a dû être vraiment compliqué. Il y a eu des comportements du coup qui se sont accentués, qui t'ont mis encore plus en alerte, ou tu restais vraiment un peu dans le déni de cette chose? Alors disons que non, effectivement, ça s'est accentué, parce que quand tu vis avec quelqu'un, tu apprends davantage à le connaître, tu vois son quotidien, tu vois, voilà. Et en fait, au début, quand on s'est mariés, c'était des comportements, c'est-à-dire qu'il passait ses nuits dehors. Il avait tout le temps une bonne excuse. Donc, rentrer à 5h du matin, ou des fois parfois à 7h, des fois parfois à 9, où tu appelles toute la nuit en te disant il s'est passé quelque chose. Alors, tu ne penses pas forcément au fait qu'il soit en train de te tromper ou en train de traîner avec des potes. Tu penses à un accident. Et voilà, tu t'inquiètes pour la personne. Et donc, du coup, au début, c'était ça. J'appelais, il ne répondait pas. Je laissais des messages en pleurs, etc. Et il ne répondait en fait pas. Et puis, quand il rentrait, c'était une excuse plus grosse que lui. J'ai déposé quelqu'un à l'aéroport, je suis tombée en panne sur la route, j'ai galéré déjà toute la nuit, tu vas pas commencer à me casser la tête alors que j'ai pas dormi de la nuit et que je me suis retrouvée dans la merde, voilà quoi. Donc c'était ça. Donc ça c'était au début, et on n'avait pas encore les enfants. Et après, quand là, le piège s'est refermé davantage. Parce qu'en fait, à l'époque, quand j'avais pas les enfants, c'est-à-dire que moi, je faisais encore mes études, hein, je passais des concours, j'étais assez occupée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vie quotidienne était très compliquée parce que moi, je travaillais et je faisais mes études et lui ne travaillait pas en fait. À ce moment-là, il était au chômage. Et en fait, quand je rentrais, il n'était pas là. Et il rentrait le lendemain, il rentrait en fait à 5h du matin. Quand toi, tu te levais pratiquement pour repartir. Moi, je me levais pour repartir en ayant passé une sacrée sale nuit parce que j'avais pas dormi de la nuit, quoi. Ouais. Et du coup, je me souviens bien aussi, donc j'avais quand même une vie sociale. Donc j'avais une vie sociale, je voyais des gens, j'allais à la fac, je bossais, j'avais des amis. Donc c'était pénible. Cette vie, mais à la fois j'avais des à côté qui me permettaient de tenir le coup.
Et à partir du moment où j'ai eu les enfants, là, ça a été autre chose. Ouais. Ça a été le piège s'est refermé davantage et j'ai vraiment j'ai perdu en fait, j'ai perdu le sens de qui j'étais en fait, vraiment. Il a réussi en fait à m'écraser totalement parce que voilà, j'étais coincée, j'avais les enfants, donc en gros il pouvait faire ce qu'il me voulait en plus. De tout ce qu'il avait testé, ce qu'il avait vu qu'il pouvait aller très loin. Là, j'avais les enfants, donc c'était encore plus compliqué de partir. En fait. Ouais. Et du coup, comment tu as fait justement, qu'est-ce qui t'a fait un déclic pour te dire, ok, je passe le cap de la rupture, sachant que vous étiez mariés, vous aviez une maison, vous aviez des enfants. Qu'est-ce qu'à un moment qui t'a eu la force en fait de te soulever contre ça, et de partir, de reprendre ta liberté? Qu'est-ce qui a fait ça? Alors, en fait, c'est comment dire, je pense qu'il y a eu... je suis une personne très patiente, mais au bout d'un moment, je pense que voilà, ma patience, elle a eu des limites. Et sacrées limites, parce que quand même, 14 ans, c'est quand même énorme. Et, en fait, le vrai déclic, ça a été quand j'ai vu des comportements en fait, de mon ex-mari chez mon fils de 5 ans. Ah ouais. Et là, je crois que ça a été trop pour moi. En fait, au-delà du fait que je me disais souvent, mais que c'était pas une vie, que c'était pas normal, que j'étais, je méritais pas ça, que je méritais mieux. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire un truc, c'est que à partir d'un certain temps, à partir de la naissance de mon fils, je me suis quand même intéressée au sujet pervers narcissique. Je commençais à regarder des trucs, je faisais des tests sur Internet, mais en fait, je me disais mais non. Je me disais mais non, non et tout. Un peu dans le déni. Et vraiment, le déclic, ça a été de voir les comportements en fait de mon ex-mari chez mon fils. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible. Ça peut pas continuer comme ça. J'ai pas envie d'engendrer un enfant de ce type. Que ce soit un pervers narcissique. J'ai pas envie que ma fille pense que les relations de couple, c'est ça, parce que j'avais un garçon plus grand et une fille plus petite, une fille de 3 ans, et du coup, à l'époque, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas l'exemple que je veux donner aux enfants, j'ai pas envie de... Non, j'ai une responsabilité en fait, là... Au-delà de la mienne, moi j'ai la responsabilité de mes enfants et je veux pas qu'ils grandissent comme ça dans un environnement aussi toxique et que mon fils en fait prenne l'exemple de son père et qu'il fasse galérer une femme comme moi plus tard. Voilà. Oui. C'est ce que j'allais dire en fait, c'est quelque part ta responsabilité en effet en tant que mère qui t'a donné des ailes pour partir en fait de tout ça. Ça, on reparlera ensemble lors d'un épisode justement sur au niveau des enfants, comment est-ce que justement tu fais pour sortir de ce schéma par rapport à tes enfants. On fera un petit épisode à 2 par rapport à ça. Mais là, à l'heure actuelle, depuis ton divorce, du coup, comment ça se passe? Parce qu'avec les enfants, tu as forcément encore un lien avec lui parce que c'est leur père tout simplement. Comment est-ce que tu fais pour rester en contact avec lui sans te retomber dans cette vampirisation du pervers narcissique? Je tiens à dire que quand même c'était très très compliqué avant d'en arriver là. C'est un travail de longue haleine. Ça fait quand même pratiquement 5 ans que je suis séparée de lui. D'accord. Donc là je commence juste à comprendre juste le fonctionnement parce que il fallait que je me reconstruise aussi, etc. Donc je pense que les auditeurs ont besoin de savoir que c'est une construction de longue haleine et puis rien n'est jamais gagné. En fait, ça a été très compliqué avec le père des enfants parce qu'en fait, il était tout le temps dans l'opposition avec moi. Bon, il ne voulait pas que je parte, etc. Culpabilisation, etc. Il perdait sa proie. Voilà, il perdait sa proie, exactement. Et là, en fait, comment je fais maintenant avec les enfants? C'est-à-dire que je le laisse être ce qu'il est. C'est-à-dire que je le prends comme il est. Je sais que de toute façon, si je rentre en conflit avec lui, que je lui montre que je sais qui il est, que j'ai identifié qu'il est un pervers narcissique et que tout ça c'est de la poudre aux yeux, je n'aurai pas ce que je veux. Donc quelque part c'est une forme de manipulation que je fais, mais c'est pour me sauver. Voilà, pour me sauver. Et donc je le laisse en fait être le sauveur, lui faire croire que j'ai besoin de lui. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, s'il doit prendre les enfants, alors il a les enfants un week-end sur 2. Et là, en période de confinement, on peut en parler, c'était assez compliqué parce que c'est moi qui ai la garde.
Et donc, je lui disais, ben voilà, bon, j'ai des petits soucis avec mon fils, hein, parce que un fiston de pervers narcissique, forcément, ça essaye de se construire de la même manière que son. Bien sûr. Du coup, on est obligé de réajuster tout le temps, être sur ses gardes. Et du coup, je lui disais, ben voilà, écoute, j'ai vraiment besoin que tu prennes Ismaël, ça me ferait vraiment du bien. Je laisse être mon sauveur, en fait. Oui. Lui dire qu'il m'est utile, que voilà, je comprends très bien qu'il est occupé. En gros, ce que je lui demande, c'est quelque chose de normal. Un père, en fait, normal, entre guillemets, trouverait ça normal de soutenir son femme et de faire l'éducation de ses enfants. Mais pour lui, ce n'est pas normal puisque c'est un égoïste. Oui, d'accord. Les pères narcissiques sont excessivement égoïstes. Carrément. Du coup, je le laisse croire que c'est un service qu'il me rend à moi. Qu'il m'est utile. Je lui dis pas, en fait, c'est tout à fait normal que tu prennes ton fils parce que c'est ton fils et que tu dois l'éduquer autant que moi. Oui, en fait, tu brosses dans le sens du poil parce qu'on sait aussi que les pervers narcissiques n'aiment pas être mis face à leurs responsabilités. Donc, en effet, si tu lui dirais c'est normal parce que tu es son père, il se braquerait direct, quoi. C'est logique. Exactement. Et donc, il faut accepter de le faire parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter parce que je suis pas une personne... je suis une personne assez franche, je vais me dire les choses, tout ce qui ne me plaît pas, je lui dis, etc. Mais avec lui, ça ne marche pas. Oui. Donc, on est obligé, en fait, pour se protéger, de faire ça. Et ça marche bien, en fait. Oui. Ça marche bien. Du coup, voilà, j'ai vu des trucs, quand je lui dis, écoute, ce serait bien que tu prennes les enfants, on s'arrange, il me dit, oui, pas de problème, ça te fera du bien, voilà, et il regonfle son ego. Ça va, tu vas pouvoir te reposer comme ça, tu vas pouvoir bosser, tu vas pouvoir faire ça, ouais, je vais le prendre là, comme ça, tu pourras faire ceci, tu pourras faire cela. Et voilà, je fais mon possible, nanana. Moi, je dis, oui, je sais que tu fais ton possible, je sais bien que c'est pas évident. Enfin, voilà. Mais voilà, c'est pas dans mon tempérament de faire ça, parce que je suis plutôt, dire, ça me plaît pas. Mais avec certaines personnes, ça ne fonctionne pas. Et on est obligé de se protéger. Et surtout quand on a quelqu'un face à nous, voilà, moi, je suis obligée d'être en lien avec lui tout le temps. Pour les enfants, au moins jusqu'à ce qu'il soit autonome. Et là, pour l'instant, c'est la solution que j'ai trouvée pour me protéger et protéger mes enfants, en fait. Voilà. C'est vrai que c'est une bonne solution parce que dans tout ce que tu entends en termes de vidéos ou d'ouvrages, c'est vrai qu'on dit généralement quand vous êtes face à un pervers narcissique, fuyez. Mais c'est pour ça que je voulais vraiment avoir ton témoignage et que je trouve ça très enrichissant parce qu'il y a en effet des circonstances où on ne peut pas non plus tout couper parce que il y a les enfants ou d'autres circonstances. Mais c'était très intéressant et c'était vraiment important pour moi que tu prennes la parole par rapport à cette autre circonstance de relation qu'on peut avoir avec ce type de personnes manipulatrices. Oui. En tout cas, je te remercie beaucoup. Ravie. Ouais. Plaisir. On se retrouve du coup pour un prochain épisode pour parler plus de justement autour des enfants et du pervers narcissique. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite vraiment à le partager, à mettre un petit j'aime, à mettre un commentaire, à mettre une note sympa. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre écoute. Je te remercie Amina pour ta présence. Merci Christelle, à toi. Et à très vite. Merci beaucoup.